J'ai entendu tout à l'heure mon chef parlementaire mentionner qu'on était probablement une des premières assemblées, des premiers parlements dans le monde à avoir une conversation spécifique, urgente là-dessus, suite au rapport du GIEC. Et, c'est vrai que c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on a eu cette initiative. Je suis très heureux d'y être au nom des jeunes de Longueuil et de Saint-Hubert. Et je dois dire par contre que c'est pas un hasard si on se retrouve ici, parce que bien que ça fait maintenant plus de 12 heures que je suis dans cette assemblée, il est minuit moins 20, mais il est minuit moins 1 dans la vraie vie par rapport au réchauffement climatique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, mon collègue de Courtney Albany parlait de la mobilisation, des gens qui me disaient qu'il fallait se mobiliser. Bien, je peux vous dire, en tout cas, qu'à Montréal, on a eu de grandes manifestations qui ont doublé de volume à chaque fois. J'ai eu la chance d'y être les 3 fois. J'y étais, entre autres, avec ma fille et ses amis, où les gens étaient mobilisés. Pourquoi? Pour dire aux gens qui font de la politique provinciale, dans ce cas-ci, pourriez-vous, s'il vous plaît, amener cet enjeu dans la campagne? On n'en entend pas assez parler. Je dois dire que cet été, j'ai été assez bouleversé par un politicien français du gouvernement Macron, M. Hulot, qui a donné sa démission en direct à la radio, ce qui a créé évidemment une commotion. Tout le monde était bien étonné de ça. C'était le Stephen Guilbeault, disons, français, si on peut dire. On peut approximer ça comme ça. Et je vais vous lire une partie de son allocution. Non, je ne comprends pas que nous assistions globalement les uns et les autres à la gestation d'une tragédie bien annoncée dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil et ça n'a pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être très sincère, mais c'est ce que je dis vaut pour la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser, de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Il enfile la pression du court terme sur les dirigeants, sur le premier ministre est si forte qu'elle préempte les enjeux de moyen et de long terme. C'est ça la vérité, parce que sur le bureau d'un premier ministre, il y a des exigences sociales, des exigences humanitaires qui, légitimement, relèguent toujours sur le côté des enjeux de long terme qui prennent notre société de court. J'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société sur la réalité du monde. Alors, je peux vous dire que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup impacté. Je me souviens avoir écrit sur Facebook que j'avais été ému aux larmes en écoutant son entrevue. Et il y a évidemment un troll qui s'est amusé à dire « Bon, encore de la récupération ému aux larmes. » Ben oui, j'étais ému aux larmes parce qu'effectivement, comme beaucoup de mes collègues ce soir, je suis extrêmement perturbé de voir des jeunes perdre espoir, de voir des gens écrire dans le journal, des gens qui ont des grandes chroniques, des micros pour dire « Ah, on est cuit, c'est fini. » C'est pitoyable, c'est pathétique et c'est notre faute. C'est de notre faute parce qu'on doit agir là-dessus, puis on doit surtout sortir de nos débats de courte vue. Je parlais tout à l'heure du fait que nous sommes en état de guerre. On est en guerre. Je crois qu'il est l'heure que chacun réalise pleinement que tous les pays du monde sont en guerre contre le réchauffement climatique, un monstre qu'on a créé au départ, sans le savoir. Personne, je me souviens, j'ai 55 ans, je me souviens quand j'étais petit, on m'apprenait à l'école que l'océan était si grand que c'était pas impossible de le polluer. Moi, en tout cas, je n'ai pas inventé ça, j'ai entendu ça, j'étais à l'école quand j'étais petit. Aujourd'hui, on constate bien qu'il y a des continents complets de contenants de plastique qui nuisent à la vie aquatique et tout ça. Alors, ce genre de comportement insouciant qu'on a eu pendant des années, bien là, aujourd'hui, on est confronté à ce sentiment, à cette insécurité qu'on aura créée nous-mêmes. Puis aujourd'hui, par contre, on n'a plus l'excuse de ne rien faire. On l'a plus, c'est documenté. Et ce qui est triste dans tout ça aujourd'hui, puis je reviens avec cette histoire pourquoi ne créons-nous pas un poste? Pourquoi ne créons-nous pas un commissaire? Par exemple, au Québec, il y a un commissaire associé au vérificateur général sur le développement durable. Pourquoi ne créons-nous pas
un poste de ce type-là, un poste qui nous dépassera aussi dans la longueur de nos mandats. On a des mandats de 4 ans ou de 5 ans. Bien, assurons-nous qu'il y aura un enlacement du personnel, que cette personne-là, qu'on aura choisi ici tous de façon unanime en disant, bon, OK, on va arrêter de se chicaner. C'est vrai que c'est une vérité, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel on ne peut que convenir que la science est là et que la planète se réchauffe et qu'on va bouillir comme une grenouille qui n'a pas vu l'eau se réchauffer alors qu'il pensait prendre son bain. Bien, pourquoi on nomme pas quelqu'un? Pourquoi on ne mandate pas quelqu'un qui va s'occuper de ça? Pourquoi est-ce que cette assemblée ultime, internationale, où plein de gens qui auraient exactement le même mandat, pourquoi est-ce que le Canada ne serait pas un leader? On a été un leader dans le cadre de la coalition de la diversité culturelle. Pourquoi n'avons-nous pas un concept comme celui-là? Pourquoi ne nous nommons pas un super ou une super ministre? Pas de l'environnement. Un super ministre de la guerre au réchauffement climatique. On est dans une situation de guerre. Et à cet effet, bien, je ne peux que déplorer. Bien sûr, de belles intentions du gouvernement libéral, je l'entends, mais c'est effectivement un peu comme le décrivait M. Hulot. Bien, dans la vraie vie, c'est bien beau là, parler de nos objectifs, là, mais là, il y a une province qui bat de trip parce qu'il n'y a pas son pipeline qui s'agrandit. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter le pipeline, puis on tripote toutes sortes de solutions à court terme. Et surtout, les bobines, les bobines, très beau lapsus, les babines, les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit chez nous, moins difficilement d'habitude, mais il est tard, excusez-moi. Mais quand on a, par exemple, le ministre de l'Innovation et des Sciences, qui, de toute évidence, voit clair, mais qui, en bout de ligne, ne soutiendra pas la grappe industrielle de l'électrification des transports. Et pourtant, la grappe MOS 21 à Québec, qui était associée à l'aérospatiale, prometteur au max, ben non, on ne les soutiendra pas. Le ministre des Transports, qui avait promis des bornes installées au Canada, il avait promis pour 2018, il n'y en a à peu près pas de bornes. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, on a l'impression que tout est retardé. C'est très concret. C'est beau. Évidemment, les conservateurs savent très bien que nous, on trouve que c'est une bonne idée, la taxation du carbone. Mais ultimement, c'est bien beau, c'est bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on va inciter les gens à électrifier leur transport? Bien, pour le moment, on va attendre longtemps. On a eu, je me souviens d'avoir interpellé le ministre des Transports parce que oui, effectivement, au NPD, on a un portefeuille officiel de l'électrification des transports parce que c'est une priorité, parce qu'il y a un mouvement industriel, il y a du know-how, de la compétence. Il y a des gens qui ont décidé de mettre toute leur énergie professionnelle dans ça. Malheureusement, ce sont tous des efforts un peu éparses qui ne sont pas rassemblés. Il y a Propulsion Québec qui essaie d'associer tous ces intervenants industriels dans ce domaine-là. Il y a l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme qui essaie de catalyser des savoirs, des compétences pour arriver avec des beaux projets qui marchent parfaitement, comme l'autobus Lyon, l'autobus électrique, qui est un autobus scolaire qui est vendu aux États-Unis, mais il manque de soutien qui émane du fédéral. C'est ça qui est triste. On peut bien se gargariser avec cette notion que nous avons cette conscience du réchauffement climatique, mais factuellement, qu'est-ce qu'on fait? Je vous demanderai aussi à ce gouvernement où en est le fameux rapport. Le gouvernement avait demandé à Mobilité électrique Canada et autres intervenants dans l'électrification des transports de travailler à faire plusieurs rencontres, je parle une par mois pendant presque un an. Le rapport n'est toujours pas paru et pourtant, on en a bien besoin. Le gouvernement va-t-il avoir la transparence de déposer ce fameux rapport en Chambre? C'était évidemment un rapport qui aurait été éclairant quant à justement cette structure qu'on peut espérer. Parce que oui, comme quelqu'un l'a déjà dit aujourd'hui, l'électrification des transports, je pense même que c'était la ministre de l'Environnement, l'électrification des transports est aussi une opportunité d'affaires. Parce que je peux vous dire que ça me fâche constamment de voir à quel point on ne célèbre pas nos réalisations au pays. Si je peux vous parler de Batium à Boucherville, qui a fabriqué, conçu, à partir des brevets de Hydro-Québec, les piles qu'il y avait dans les 4600 voitures électriques de Paris. Pas des blagues. Si je vous dis que le RAV4 électrique en Californie, bien, il est fait à Woodstock, en Ontario. Vous ne l'avez jamais vu? Personne n'a jamais vu. On peut dessus, s'il vous plaît, championner, célébrer
nos intervenants, nos entrepreneurs, puis s'assurer, puis là, je vais dire comme il faut, que les bottines suivent les babines dans toutes nos belles intentions environnementales. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments.